Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode 7. Au fil de cet épisode et de quelques prochains épisodes également, on va s'attarder sur la génération infinie de notre terrain. L'idée étant de ne générer que les chunks que le joueur va voir. Et quand un chunk n'est plus visible par le joueur, on va simplement le cacher, on va le désactiver. Au dernier épisode, on a parlé un petit peu du niveau de détail, et justement ce niveau de détail, si on l'a ajouté aux précédents épisodes, ce n'est pas pour rien, c'est justement parce que le niveau de détail va être important dans la génération infinie, vu que, comme on l'avait expliqué, les terrains les plus loin seront générés, mais ils auront un niveau de détail assez faible en fait. Donc plus le terrain est proche, plus il sera détaillé, plus il est loin, moins il sera détaillé, et si c'est des terrains qu'on ne voit carrément pas, on va simplement les désactiver. Au fil de l'épisode d'aujourd'hui, on va juste mettre en place vraiment les rudiments pour ce système et pour l'améliorer par la suite. Et les bases de ce système, c'est simplement l'apparition et la disparition des différents chunks. Pour commencer ce tutoriel, on va aller créer directement un nouveau script, en C# toujours, qu'on va appeler Endless Terrain, ou Infinite Terrain, ou quelque chose dans le genre. Vous pouvez directement ouvrir ce script. On va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments dans ce script, à commencer par quelques variables. On va commencer par créer une variable publique constante de type float, et on va l'appeler maxViewDist pour distance. Et cette variable, comme son nom l'indique, elle va simplement correspondre à la distance de vue maximale de notre joueur. Donc en gros, notre joueur il pourra voir à 300 unités de distance, ce qui sur Unity correspond à 300 mètres. Alors je vais juste mettre DST pour distance, ça sera un petit peu plus court. On va créer une autre variable publique de type transform qu'on va appeler viewer. Viewer va en fait faire référence à notre joueur, dans notre cas ici, mais c'est simplement l'objet à partir duquel on va déterminer quels chunks doivent apparaître et quels chunks doivent disparaître. On va ensuite créer une autre variable publique statique parce qu'on aura envie d'accéder à cette variable et à son contenu depuis d'autres classes de type vector2, et cette variable c'est le viewer position, donc ça va être en fait les positions de notre joueur. On va ensuite ajouter une int chunk size et encore une int qu'on va appeler chunks au pluriel visible in view dst. Donc qu'est-ce que c'est que cette variable? Ce sont en fait les chunks dans notre zone de vue. C'est-à-dire que basé sur la taille du chunk et basé sur la distance maximale de vue, eh bien on va pouvoir savoir combien il y a de chunks visibles dans la zone de vue. On va ensuite créer une fonction start, et à l'intérieur on va vouloir faire un fetch sur notre chunk size. Alors il va falloir qu'on aille dans map generator, et on va passer ici le map chunk size en public pour pouvoir y accéder un peu plus facilement. À savoir que map chunk size peut être assez déroutant parce que on dit que c'est égal à 241, mais pour rappel, cette valeur ici, on va lui enlever 1, ce qui fait que la vraie taille de notre chunk, c'est 240 par 240. On va sauvegarder, je vais retourner dans notre script Endless Terrain, je vais d'ailleurs fermer tous les autres scripts dont je n'ai pas besoin, ce sera un petit peu mieux. On va dire que chunk size est égal map_generator.map_chunk_size -1. Donc simplement pour qu'on récupère à l'intérieur 240 et non pas 241. On va pouvoir ensuite dire que chunk visible in view distance, ça va simplement correspondre à la distance maximale de notre champ de vision divisé par la taille de notre chunk. Ce qui va nous indiquer une petite erreur parce que chunk visible in view distance est une int, et là on utilise une float pour notre division, pour une partie de la division, donc il va falloir qu'on transforme ce résultat en une int, ce qui va être plutôt simple. On va simplement dire matf.round2int et on va directement renseigner ça à l'intérieur. Du coup, le résultat de cette division sera arrondi à la valeur int la plus proche. Voyez maintenant le monde qu'on va générer comme une grille. Et cette grille va être composée de plusieurs chunks, de plusieurs carrés qui font chacun 240 par 240. Si on place notre viewer par exemple au milieu de la grille, la variable chunks visible in view distance va simplement être égale au nombre de chunks autour de notre joueur. On va clarifier 2-3 petites choses juste avant de passer à la partie programmation.
Lorsque je vais parler des positions d'un chunk de notre terrain, cela veut dire que je me réfère au centre de ce chunk par rapport également au monde dans lequel il se trouve. Donc on va partir du principe que le chunk qu'on a exactement au milieu de cette grille, il a les positions 0, 0. Celui à sa gauche aura les positions moins 240, 0. Celui en diagonale en bas à droite aura les positions 240 et moins 240. Je pense que vous avez compris le principe. Par contre, une petite différence à faire, c'est que lorsque je parlerai des coordonnées d'un chunk, je parlerai de ses positions divisées par le chunk size. Donc au centre, on aura 0, 0. À gauche, on aura moins 1, 0. À droite, on aura 1, 0, etc., etc. Le principe est à peu près le même que les positions. Là, on aura simplement des coordonnées par rapport à notre grille, donc quelque chose avec une échelle beaucoup plus basse en fait. C'est important de bien faire la différence entre les positions, qui sont donc affichées en blanc sur cette grille, et les coordonnées, qui sont affichées en rouge. Ça sera un petit peu plus simple pour vous de vous y retrouver pendant qu'on programmera ça. D'ailleurs, on va passer à cette partie programmation. On va créer une nouvelle fonction, update visible chunks. À l'intérieur, on va avoir besoin d'un élément assez important, c'est simplement le chunk sur lequel se trouve notre viewer. Donc on va créer une int qu'on va appeler current chunk chord x. À savoir que là, comme je l'ai dit, on parle bien de coordonnées, donc on va récupérer une petite valeur nous permettant de savoir sur quel chunk on se trouve par rapport au chunk central. Pour récupérer cette information, on va faire appel à mathf.round2int et on va simplement indiquer les viewer position, ou plutôt la position x de notre viewer, et on va diviser ça par le chunk size. Cette ligne, on va la copier-coller, sauf que là ensuite on va le faire pour la coordonnée y. Donc on va juste remplacer les deux références à x dans le nom de la variable et dans viewer position. Et maintenant qu'on a ces informations, on va simplement pouvoir faire une boucle. On va passer en fait sur chacun des chunks se trouvant à proximité du joueur. Allez, c'est parti, on va créer donc une première boucle for. On va renseigner une int qu'on va appeler y offset, qui va démarrer à la valeur chunks visible view distance négative, donc c'est pour ça que j'ai mis un moins là devant, point virgule. Aussi longtemps que y offset sera inférieur ou égal à chunk visible in view distance, alors on va continuer de boucler sur cette partie de notre code et on va incrémenter y offset à chaque passage. On va ouvrir cette boucle. On va d'ailleurs la copier, on va la coller à l'intérieur et on va faire la même chose pour x. Donc on va dire for int x offset négatif chunk visible view distance x offset inférieur à ou égal à chunk visible in view distance et on incrémente x offset également. Voilà, ces deux boucles vont simplement nous permettre de passer sur chacun des chunks. On va maintenant récupérer les coordonnées de ces chunks, donc par exemple 0, 0, 0, 1, moins 1, 1, etc. Donc pour faire ça, on va stocker l'ensemble dans un vecteur 2 qu'on va appeler viewed chunk chord. Et donc pour chacun des chunks visibles, on va récupérer les coordonnées. Pour ça, on va créer un nouveau vecteur 2. Et à l'intérieur, on va simplement ajouter current chunk chord x. Donc ça, c'est les coordonnées du chunk sur lequel le joueur se trouve. Et on va lui ajouter le offset, donc qui a été créé grâce aux boucles qu'on a juste au-dessus. Et le deuxième élément qu'on va stocker dans cette vecteur 2, ça va être current chunk chord y plus y offset. Ce qui est plutôt évident, mais je ne l'ai pas précisé évidemment. Là actuellement, on récupère les chunks qui sont autour du chunk où on se trouve actuellement avec notre joueur, mais on ne les a pas encore générés ces chunks. Donc il va falloir que, basé sur les informations qu'on a ici, on génère les fameux chunks. Donc pour ça, on va créer un dictionnaire qui va en fait stocker tous les chunks qui ont été générés au fil de notre jeu, de notre runtime. Et même si un chunk va être trop loin du joueur et qu'on va le désactiver, eh bien il sera toujours sauvegardé dans le dictionnaire.
Donc si le joueur commence dans une zone, il a des chunks qui sont générés, il va aller très très loin, les premiers chunks vont disparaître, on va plus les afficher pour économiser des ressources. Mais si le joueur revient à sa position de départ, les chunks seront réactivés, et donc on n'aura pas une nouvelle génération, on aura le terrain qui avait été généré la première fois. Alors juste avant de passer à cette histoire de dictionnaire, on va créer une nouvelle classe qui va représenter notre objet Terrain Chunk. On reviendra sur cette classe dans un petit instant. Alors vous pouvez retourner tout en haut de votre script, vous voyez que chez moi j'ai 3 using qui ont été ajoutés par défaut, le système collection, le collection générique et le Unity Engine. Alors je les ai volontairement pas enlevés dans les scripts précédents parce qu'on en aura potentiellement besoin dans d'autres scripts également, mais aujourd'hui on va avoir besoin du dictionnaire, et tout ce qui concerne le dictionnaire ça se trouve dans le namespace system.collection.generic. Alors si vous ne l'avez pas comme chez moi en haut, vous pouvez l'ajouter, donc vous tapez simplement using system.collection.generic et vous aurez la possibilité d'utiliser les dictionnaires. Chez moi il y est déjà, donc je vais passer directement à la création. Donc je vais créer un dictionnaire, donc dictionary. Dans ce dictionnaire je vais stocker une clé de type vector2 et la valeur qui va être assignée à cette clé, ça va être nos objets Terrain Chunk. Ce dictionnaire, on va le nommer Terrain Chunk Dictionary et on va dire qu'il va simplement être égal à un nouveau dictionnaire de vector2 Terrain Chunk avec des parenthèses et on peut fermer la ligne. Maintenant que notre dictionnaire est prêt, on va pouvoir simplement y stocker en fait chacun des chunks de notre monde. Et depuis la méthode updateVisibleChunk, on va également faire en fait une vérification. Donc c'est ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, c'est que si le joueur a déjà généré le chunk à certaines coordonnées, et bien plutôt que d'en générer un nouveau, on va reprendre celui qu'on avait déjà. Donc ça aura pas mal de sens, hein. Le joueur peut aller très très loin dans le monde, s'il revient à son point de départ, il aura sur le chemin tous les chunks qui ont déjà été générés. Donc il ne sera pas perdu. Donc pour ça on va faire une petite vérification ici, quand on fait notre boucle. Donc on va dire que si notre Terrain Chunk Dictionary contient la clé Viewed Chunk Chord, donc le chunk sur lequel on est en train de travailler, si c'est le cas, on va faire certaines choses, évidemment, vous vous en doutez, mais on va s'occuper de ça un petit peu après. Pour l'instant, on va se focaliser sur ce qui va se passer si le chunk n'existe pas dans le dictionnaire. Et vous vous en doutez, de ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter ce chunk à notre dictionnaire pour le stocker. Donc on va dire terrain chunk dictionary.add, et à l'intérieur, on va renseigner notre vector2, donc c'est viewed chunk chord. Et pour la valeur de terrain chunk, eh bien ça va simplement être un nouveau chunk, donc on va dire new terrain chunk. On va maintenant s'intéresser à notre classe terrain chunk. Alors je vous ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo ce qu'on va faire aujourd'hui, donc le système, vraiment la structure de base, le squelette de notre système de génération infinie. Donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire apparaître des planes à chaque fois que le joueur se déplace. Donc c'est ce que vous voyez à peu près à l'écran. Donc on va faire apparaître, si on s'approche des coordonnées d'un chunk, et on va faire disparaître les chunks précédents quand on s'en éloigne. Visuellement ça paraît très simple, mais pour réaliser un système comme ça, il va falloir qu'on développe encore un petit peu notre script Endless Terrain. Donc on va créer un constructeur public Terrain Chunk. Ce constructeur va prendre en paramètre un vector2 pour les coordonnées et une int pour la taille. Et on peut ouvrir ce constructeur. On va faire juste une petite variable en dehors de ce constructeur de type vector2 qu'on va appeler position. Et ça, je vous l'ai expliqué, c'est justement pour cette raison que je vous ai précisé qu'il y a bien une différence entre les positions et les coordonnées. Les positions, on peut les récupérer très facilement basées sur les coordonnées, donc on peut simplement dire coordonnées multipliées par la taille du chunk. Également, vu qu'on travaille dans un environnement 3D et qu'on va placer notre chunk dans un environnement 3D, il va falloir qu'on ait un petit vecteur 3 qu'on va appeler position v3 et qui va simplement correspondre à un nouveau vecteur 3 avec comme position à l'intérieur position.x, pour y on va mettre 0 et pour z on va mettre position.y.
Encore une fois, on passe d'un environnement 2D à 3D, donc le Y devient 0 et le Z devient Y. Maintenant qu'on a le nécessaire au niveau des positions, on va simplement faire apparaître un objet à ces positions. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, on va se baser sur un plane, comme je l'ai dit. Donc on va simplement appeler ça meshObject, on va dire que ça va être égal à GameObject.createPrimitive. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette méthode createPrimitive, ça permet de créer un objet primitif, c'est-à-dire un objet de base de Unity. Donc ça peut être une sphère, un cube, un cylindre, un plane, et d'autres choses encore. Alors on va voir ça d'ailleurs tout de suite, primitive type, point. Donc voilà, on peut faire apparaître une capsule, un cube, un cylindre, plane, quad ou sphère. Donc c'est simplement les objets de base que vous pouvez également faire apparaître depuis le menu GameObject, CreateObject. Et chez nous, on va créer un plane. D'ailleurs, meshObject, forcément si je l'assigne, il faut que je le crée. Donc on va créer un GameObject qu'on va appeler meshObject. On a créé notre objet, il faut qu'on lui assigne maintenant l'endroit auquel on va auquel il est censé être. Donc on va dire meshObject, je vais y arriver. .transform.position égale position v3. Donc on va assigner ce plane aux positions nécessaires dans notre monde en 3D. On va également en profiter pour retravailler très rapidement le scale de notre objet, le local scale, parce qu'il faut savoir que le plane de base dans Unity fait 10 unités de distance, alors il aura un scale de 1, mais en réalité ce scale de 1 il représente 10 unités, donc on va dire que ça va être égal à vector3.1 multiplié par la taille du chunk, le tout divisé par 10, vu que comme je l'ai dit, un plane fait 10 unités de distance par défaut. On va créer une deuxième méthode dans cette classe qui va être update, donc public void update, et en fait ça va permettre simplement au chunk de se mettre à jour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chunk va chercher dans son périmètre le point le plus proche de notre viewer, donc de notre joueur, et si la distance entre le point qui est sur le périmètre et notre joueur est inférieure à la distance de vue maximale, alors on fera en sorte que notre objet, donc meshObject, soit activé. Et dans le cas contraire, si la distance entre le joueur et le point dans le périmètre de notre chunk est supérieure au champ de vision maximal de notre joueur, donc qui est 300 par défaut, eh bien l'objet va simplement se désactiver lui-même. Donc s'il est trop loin du joueur, il va se désactiver lui-même, et s'il est assez proche pour être vu par le joueur, alors il va s'activer. Donc la première chose à faire pour que ce système fonctionne, ça va être donc de trouver le point sur le périmètre du chunk qui va être le plus proche du joueur. Pour ça, on va pouvoir utiliser le type bounds, qui veut dire les bords en fait. On va récupérer les bounds au niveau ici des positions, donc une fois qu'on a récupéré les positions dans le monde de notre chunk, on va simplement dire que bounds va être égal à un nouvel élément de type bounds, qui va prendre en argument les positions dans le monde qu'on vient de récupérer, et également un vector2.1 multiplié par size pour avoir simplement la taille de l'objet, duquel on doit récupérer les bords. Et bounds a une méthode très pratique qu'on va voir tout de suite, qui va être bounds.squareDistance, ce qui va simplement nous permettre de récupérer la distance la plus courte entre le rebord et un point qu'on va définir, et ce point qu'on va définir, ça va être le joueur. Donc le point, ça va être viewer position, c'est la position de notre joueur qu'on va récupérer, et le chunk actuel, on l'a déjà récupéré, il est ici, grâce aux positions. Donc il faut juste qu'on indique quel est le point par rapport auquel on veut récupérer la fameuse distance, enfin le fameux point où la distance est la plus courte. Cet élément, on va le stocker dans une float qu'on va appeler viewer distance from nearest edge. Alors oui, c'est très long, mais au moins c'est très précis. Donc la distance par rapport au joueur depuis le rebord le plus proche. Sauf que on ne veut pas récupérer une distance carrée. Donc on va faire mathf sqrt pour récupérer la distance en square root. Et on peut fermer ça.
La traduction littérale de square root, c'est racine carrée, en fait. Donc plutôt que d'avoir une valeur au carré ici, on va récupérer une racine carrée, le résultat d'une racine carrée plutôt. On va créer une booléenne qu'on va appeler visible, donc visible, et cet élément va simplement déterminer si notre chunk doit être visible ou non pour le joueur, et ce qui va déterminer le résultat de cette booléenne, c'est simplement viewer distance from nearest edge inférieur ou égal à max view distance. Donc si le point le plus proche du joueur, point se trouvant sur le rebord de notre chunk, est inférieur à la valeur max view distance, ça veut dire que le joueur peut techniquement voir ce chunk et donc qu'il doit être visible. Histoire de bien découper notre code en plusieurs étapes, on va créer une troisième méthode qu'on va appeler setVisible, qui va prendre en argument une booléenne qu'on va appeler visible plutôt, et on va simplement changer le statut actif de l'objet par rapport à ce qu'on a créé, par rapport à ce qu'on a récupéré dans notre méthode update qu'on a juste au-dessus. Donc on va dire meshObject.setActive et on va indiquer visible. Et forcément, pour appeler cette méthode, on va juste ici dire setVisible et on va envoyer visible en tant qu'argument. Et cela va également nous permettre d'ajouter une petite ligne dans le terrain chunk où on va appeler setVisible et là on va envoyer une valeur false lors de la création du chunk. De cette manière, lorsque terrain chunk sera appelé, qu'on va générer notre plane ici par défaut pour le test d'aujourd'hui, eh bien il sera désactivé de base et c'est ensuite seulement basé sur la distance entre le joueur et l'objet qu'on va choisir ou non de le rendre visible. On va remonter un petit peu, vous allez voir qu'on a une erreur ici au niveau de l'appel à terrain chunk. C'est normal parce qu'ici on nous demande en tant que paramètre des coordonnées en vecteur 2 et une int qui va correspondre à la taille. Donc on va envoyer pour le vecteur 2 viewed chunk chord et on va envoyer la taille de notre chunk en tant que deuxième paramètre, en tant que deuxième argument. On va ensuite revenir là où on a laissé le début de commentaire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où on doit faire apparaître un chunk qui existe déjà dans le dictionnaire? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à notre terrain chunk dictionary, plus précisément à l'élément viewed chunk chord, donc c'est le chunk sur lequel on est en train de travailler, donc celui-là il existe déjà, alors on va simplement appeler notre méthode update de terrain chunk, ce qui va nous permettre de rendre cet élément visible ou non, qu'il ait été généré avant ou non. Par contre, on va peut-être faire une petite modification, c'est qu'on va pas appeler ça update, on va appeler ça update terrain chunk, parce que ça peut porter à confusion par rapport à une fonction update classique de Unity, donc on va l'appeler update terrain chunk, et ici on va appeler aussi update terrain chunk. En parlant justement de fonction update par défaut, on va en créer une, on va dire void update. À chaque frame, donc en permanence, on veut récupérer les positions de notre joueur, donc de notre viewer. Donc viewer position va être égal à un nouveau vecteur 2 qui aura comme coordonnée viewer.position.x et viewer.position.z et pas y, hein. Je vous rappelle qu'on est dans un monde 3D. Et en plus de récupérer les positions de notre viewer, il va falloir qu'on mette à jour les chunks qui doivent être affichés ou non, basés justement sur cette valeur. Et je pense qu'on est parti pour nos premiers tests. On va sauvegarder tout ça, on va retourner sur Unity. Je vais me mettre en vue de haut, en vue ISO, hein, donc vous pouvez juste cliquer sur le carré ici. Je vais cacher le mesh, on va pas en avoir besoin. Sur Map Generator, je vais ajouter notre nouveau script Endless Terrain. Vous voyez qu'on nous demande un viewer. Le viewer, on va donc devoir le créer. On va créer un nouveau objet en 3D. On peut créer un cube. Je vais reset ses positions et je vais le renommer en viewer. On peut retourner sur Map Generator et on fait un glisser-déposer de notre nouvel objet viewer dans la variable viewer. On peut appuyer sur play, sauf qu'on va pas voir grand chose. On va être envoyé vers l'onglet game, mais c'est pas très important. Je vais passer en scène. Et là, vous pouvez voir que
déjà dans notre hiérarchie, on a un certain nombre de planes qui ont été générés, et vous voyez que si je passe dessus, ces différents planes sont tous collés les uns aux autres. Et si vous êtes bien attentif, vous pouvez voir d'ailleurs dans les positions ici de la transform qu'on est à moins 240, moins 240. Donc on est bien sur le plane qui est en bas à gauche du centre. À sa droite, on a 0, moins 240. Ensuite, on aura 240, moins 240. Et si je trouve le plane central, ou si je clique dessus, on peut voir qu'il a bien les positions 0, 0, 0. Donc ça, c'est bien notre plane central. Si je sélectionne mon viewer et que je déplace simplement cet objet, vous allez voir que on va avoir des chunks qui vont se générer et d'autres qui vont disparaître. Vous voyez également qu'ils ne vont pas tous disparaître. Donc à quoi est-ce que c'est dû? Je vais retourner dans le script. Dans notre fonction updateVisibleChunk, vous voyez ici qu'on a donc nos deux boucles for. Ces deux boucles for ne mettent à jour que tous les chunks qui étaient visibles à la frame précédente, mais qui sont maintenant sortis de notre offset ici, donc l'offset qui correspond aux positions des chunks autour du joueur. Et bien ces chunks là ne sont pas mis à jour. Donc on va remédier à ce problème. Je vais juste couper mon onglet Game. Je vais retourner dans le script. Et on va, en dessous de notre dictionnaire ici, créer une liste qui va garder en mémoire des objets de type Terrain Chunk. Cette liste, je vais l'appeler Terrain Chunks Visible Last Update. Donc ça va correspondre à tous les chunks qui étaient visibles au frame juste avant. Ça va être égal évidemment à une nouvelle liste de type Terrain Chunk. Maintenant qu'on a ça, juste avant de mettre à jour tous nos chunks, on va créer une boucle qui va en fait passer sur chacun des objets qui se trouvent dans cette liste Terrain Chunks Visible Last Update, et on va tous les désactiver. Le fait de tous les désactiver, ça va donc tous les rendre invisibles, et ensuite seulement on mettra à jour les nouveaux chunks qu'on est censé voir par rapport aux positions du joueur. I égale 0, donc là on part sur une boucle for classique. Tant que i est inférieur à Terrain Chunks Visible Last Update.count, donc on va passer sur chacun des éléments de cette liste. On incrémente i de 1. On va simplement pouvoir dire que l'élément sur lequel on est en train de boucler, donc l'élément i, on va le rendre setVisible false. Donc ça devrait déjà pas mal améliorer le système, sauf que le problème c'est que la liste Terrain Chunk Visible Last Update n'est pas vidée en fait. Et comme son nom l'indique, on ne veut garder que les chunks qui étaient visibles au dernier frame. Et on va vider cette liste à chaque fois. Donc après les avoir tous désactivés, on va dire que Terrain Chunk Visible Last Update va être clear, donc on va en fait effacer le contenu de la liste. Donc là, au niveau de la désactivation et de l'effacement, on est bon, sauf que dans cette liste Terrain Chunk Visible Last Update, il n'y a rien actuellement. Il va falloir qu'on ajoute en fait les terrains qui sont actuellement visibles à cette variable pour ensuite effacer, ou plutôt à cette liste, pour ensuite les désactiver au frame suivant et effacer le contenu de la liste. Mais pour ça, il faut qu'on ait quelque chose à l'intérieur. Donc on va aller tout en bas, dans notre classe Terrain Chunk, on va ajouter une nouvelle booléenne qu'on va appeler isVisible, ce qui va retourner meshObject.ActiveSelf. Donc ça correspond simplement en fait à l'état de l'objet. Donc ça va return true si notre objet est actif et ça va return false si notre objet est inactif. Maintenant qu'on a ça, on sait si le terrain sur lequel on est en train de boucler va être actif. Donc ici à l'intérieur, on part du principe que, donc là on parle uniquement des terrains qui ont déjà existé auparavant évidemment, hein, donc c'est la première condition if. Donc on va dire que si le chunk actuel qui a déjà été généré est visible, donc on va dire if Terrain Chunk Dictionary viewed chunkorn.isVisible, alors on va l'ajouter à la liste, et cet ajout à la liste, on va le faire avec Terrain Chunks Visible Last Updates.add, et on va ajouter Terrain Chunk Dictionary à l'intérieur, et évidemment plus particulièrement le chunk en question, ou du moins ses coordonnées. Et isVisible, on a deux parenthèses à mettre. On peut sauvegarder tout ça. Juste un petit point très rapide sur ce qu'on vient d'ajouter.
On a simplement fait une liste qui va stocker tous les terrains qui sont en quelque sorte actuellement actifs. Donc on va tous les ajouter grâce à ça. Donc on va boucler dessus. On considère que si le chunk en question est visible par le joueur, bah forcément il est défini comme étant visible. Donc on va le stocker dans notre liste. Ensuite on passe au frame suivant. Donc on va simplement dire que pour chacun des chunks qui étaient actifs ou qui étaient visibles à la frame précédente, eh bien on va simplement tous les désactiver, on va tous les rendre invisibles. On va vider la liste une fois que tout ça c'est fait. Et ensuite, rebelote, on régénère nos chunks, on récupère ceux qui existaient déjà, on les rajoute dans la liste, etc. etc. au fil des frames. Ok, on va aller tester le système, on retourne sur Unity, on n'a pas de nouvelles variables à réattribuer, tout va se faire tout seul. On peut simplement appuyer sur Play, on peut passer dans l'onglet Scène, on a de nouveau nos différents planes qui sont placés les uns à côté des autres. Et si maintenant je prends mon viewer et que je le déplace, on peut voir que maintenant, on a bien des nouveaux chunks qui sont générés par rapport aux positions de notre viewer et ceux qui étaient là avant sont simplement désactivés. Si je relance le mode play, je vais dans l'onglet scène, je prends mon viewer, si je me déplace vers la droite, vous voyez qu'il y a des planes qui sont générés dans la hiérarchie. Et si maintenant je reviens sur la gauche, vous allez voir qu'il n'y a pas de planes qui vont être générés, pas de nouveaux planes, mais c'est bien ceux d'avant qui vont être réactivés. Donc là vous pouvez le voir dans ma hiérarchie ici, vous avez plein d'objets désactivés et d'autres qui sont activés. Et si je me déplace sur des endroits où j'étais déjà, on a juste activation et désactivation. Alors juste avant de terminer la vidéo, on va faire une petite correction qui va sûrement faire plaisir à plus d'un d'entre vous. Simplement parce que si là je déplace mon viewer sur beaucoup de positions différentes, eh bien on a tous les planes qui vont s'accumuler directement dans la hiérarchie, ce qui va être très très embêtant. Donc on peut couper le mode play, on va retourner dans le script. On va faire ça très facilement, on va aller au niveau de terrain chunk, on va ajouter un argument dans le constructeur qui va être de type transform, qu'on va appeler parent. Et ici, en même temps qu'on s'occupe de la création de la position du scale, on va dire que meshObject.transform.parent va être égal à parent. Et ici, lorsqu'on appelle terrain chunk, on va simplement ajouter un troisième paramètre pour le parent. Et ce troisième argument, ça va simplement être la transform actuelle, vu que ce script se trouve sur MapGenerator, donc on peut simplement directement stocker les planes en tant qu'enfant. On va en profiter pour faire une petite modification sur le max view distance qui est à 300 par défaut. On va par exemple passer directement à 500, donc on va avoir 200 unités de plus, ce qui fait qu'on devrait avoir, rien qu'en appuyant sur play, non pas 9 planes qui vont être générés, mais beaucoup plus. Donc si j'appuie sur play, on peut voir, je passe dans l'onglet scène, on peut voir dans le map generator, voilà, on a un sacré paquet de planes, donc on n'en a plus juste 9 comme avant. Combien on en a si je les sélectionne tous? On en a 21. Je vais reprendre mon viewer, et si maintenant je déplace mon viewer dans notre monde, on peut voir que ça fonctionne toujours aussi bien, avec des chunks qui apparaissent et qui disparaissent selon les endroits où on se trouve. Et tout est bien rangé dans Map Generator. Alors bien que le résultat qu'on a à la fin de l'épisode d'aujourd'hui n'est peut-être pas super excitant, il faut dire qu'on a quand même très bien avancé et au prochain épisode ça sera quand même déjà beaucoup plus intéressant, étant donné que ce n'est plus des petits planes qu'on va générer en déplaçant notre viewer, mais bien des chunks et donc des morceaux de map. Donc on aura en quelque sorte une map infinie dès le prochain épisode, ce qui évidemment nous obligera également à parler du threading, et donc tout ce qui va concerner l'optimisation et les ressources. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens, comme d'habitude, à remercier Sébastien Lag qui a réalisé la série originale pour cette génération procédurale. Vous découvrirez sa chaîne avec le lien affiché à l'écran. Vous pouvez également le soutenir financièrement sur Patreon si vous souhaitez le soutenir. Un grand remerciement également à tous les tipeurs de la chaîne qui sont affichés sur la droite de l'écran, avec un remerciement particulier à SpyProg et Nicolas. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Génération Procédurale. Pensez à soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip si vous avez la possibilité de le faire. Et je vous dis à dans quelques jours pour la suite de la série. Salut!